J'appelle la communication suivante du docteur Jean-Noël Goubier sur la prise en charge des paralysies partielles du plexus brachial de l'adulte par transfert nerveux, une série de 80 patients, ce qui est une grosse série. Merci. Merci. Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, mes chers collègues, je vous remercie de me laisser 15 présenter. minutes. Je vous remercie de me laisser présenter cette série de 80 patients sur les paralysies partielles du plexus brachial de l'adulte. Alors, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'évoluer dans le plexus brachial, 5 racines. Chaque racine a globalement une fonction. La racine C5, plutôt l'épaule. La racine C6, la flexion du coude. La racine C7 est une racine de partage pour le plan d'extension du membre supérieur. Les racines C8 et T1 pour la main. Vous voyez qu'il y a un tableau très complexe à côté qui montre qu'il y a quand même beaucoup de variabilité anatomique, mais on verra qu'il existe des tableaux cliniques et des tableaux cliniques qui sont assez toujours définis. Alors, on va exclure bien sûr les paralysies totales du membre supérieur, puisqu'il s'agit uniquement des paralysies partielles. 3 gros tableaux cliniques, les atteintes C5, C6 avec une paralysie de l'épaule et de la flexion du coude. Une atteinte C5, C6, C7 avec une paralysie de l'épaule et de la flexion et de l'extension du coude. Et puis une atteinte C8, T1, beaucoup plus rare, avec une paralysie de la flexion et de l'extension des doigts. Alors, l'étiologie des paralysies du plexus brachial chez l'adulte, c'est essentiellement l'accident de 2 roues, particulièrement l'accident de moto, parce que c'est effectivement très violent. Il y a d'autres étiologies, comme les étiologies iatrogènes, une chute simple ou un choc direct sur le moignon de l'épaule. Alors, notre série se compose de 80 patients. On voit que l'âge moyen est assez jeune. Il s'agit essentiellement d'hommes et on voit que dans 86% des cas, il s'agissait d'accidents de moto, quelques lésions iatrogènes, quelques luxations de l'épaule. Les tableaux cliniques montrent qu'il existe une paralysie de la flexion du coude chez à peu près la moitié des patients, une paralysie de l'épaule chez 2 tiers des patients, plus rarement des paralysies de la main et du poignet et encore plus rarement des paralysies de l'extension du coude. Alors, qu'avons-nous utilisé pour traiter ces patients? Des transferts nerveux terminaux, c'est-à-dire que le transfert nerveux, rapidement, c'est qu'on transfère l'extrémité distale d'un nerf sain moteur sur un nerf à réanimer moteur. L'avantage de ces transferts nerveux, c'est qu'on évite la confusion axonale, c'est-à-dire que les fibres motrices ne vont pas se perdre dans des fibres sensitives comme dans certaines greffes mixtes. Et puis, on est surtout très proche du muscle à réanimer, ce qui fait que ça diminue la distance de réinnervation et donc ça améliore les résultats en termes de délai et en termes de force musculaire. Alors, concernant l'épaule, nous avons utilisé un transfert décrit dans les années 2000 par un chirurgien thaïlandais, Somsak Lichavongvong, qui consiste à transférer une branche du nerf radial, qui est une branche à destinée de la longue portion du triceps, sur le nerf axillaire et ou le teres minor. Et puis, pour la rotation externe, car l'épaule, il s'agit non seulement de l'abduction-élévation, mais aussi de la rotation externe, nous avons décrit il y a une dizaine d'années un transfert du nerf du rhomboïde que nous transférons directement sur le nerf suprascapulaire, très proche du muscle supraspinatus, pour diminuer la longueur de réinnervation. En ce qui concerne la réanimation du coude, nous utilisons un transfert décrit par Oberlin et Liverno, qui est un double transfert, c'est-à-dire qu'on va transférer un fascicule du nerf ulnaire sur le nerf du biceps et un fascicule du nerf médian sur le nerf du brachialis. Alors pourquoi 2 transferts pour une seule fonction? Parce que premièrement, ça permet d'améliorer la force musculaire de façon intuitive, même si c'est encore discuté dans la littérature, mais c'est surtout pour sécuriser le transfert, la flexion du coude étant la fonction à réanimer. En sécurisant le transfert par 2 transferts pour une fonction, on est quasiment sûr d'obtenir des résultats satisfaisants. Et puis, on a 4 patients à qui on a fait un transfert d'un fascicule du nerf ulnaire sur la longue portion du triceps pour récupérer l'extension du coude. En ce qui concerne la main, nous avons utilisé des transferts beaucoup plus distaux, un transfert d'un extenseur du poignet sur le nerf interosseux antérieur pour réanimer la flexion des doigts, un transfert du supinateur sur le nerf interosseux postérieur pour réanimer l'extension des doigts et un transfert d'une des branches du rond pronateur sur un extenseur du poignet pour réanimer l'extension du poignet. Alors, les résultats en termes de mobilité sont plutôt satisfaisants, comme vous pouvez le voir. Les patients récupèrent une mobilité active tout à fait satisfaisante, avec une moyenne en abduction à 140 degrés et en rotation externe à 30 degrés à partir du thorax. En ce qui concerne la force musculaire, les résultats sont un peu moins bons. On voit qu'on a 18 patients sur 37 seulement qui ont récupéré une force musculaire à M4, c'est-à-dire contre-résistance. 14 patients ont récupéré une force à M3, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lever l'épaule, mais ils sont incapables de garder l'épaule très longtemps levée ou avec une charge. En ce qui concerne la flexion du coude, les résultats sont plutôt satisfaisants puisque 48 patients ont récupéré une force à M4 contre résistance. Donc, c'est un excellent transfert.
il y a quand même deux échecs, puisque deux patients ont récupéré une force inférieure à M3, donc une flexion du coude insuffisante. Et pour l'extension du coude, nous avons peu de patients, mais le transfert du fascicule du nerf ulnaire sur le nerf de la longue portion du triceps permet d'obtenir une extension du coude à M4. Et vous voyez, c'est très utile chez ce type de patient avec une paralysie du plexus brachial plus une paraplégie. Donc, il a besoin de son extension du coude pour faire ces transferts. Alors, concernant la main, les résultats sont assez satisfaisants sur le plan anatomique. Sur le plan fonctionnel, il faut voir qu'il n'y a quand même que deux patients qui ont récupéré en termes d'interosseux un résultat AM4. Et sur la flexion des doigts, deux patients sur deux ont récupéré une flexion des doigts M4. Et ça, c'est intéressant. Alors, les complications, il y en a évidemment. Premièrement, des paresthésies transitoires des doigts. Pourquoi? Parce qu'en disséquant les fascicules, qui sont des branches, des rameaux très fins, eh bien, il peut y avoir un bloc de conduction qui donne effectivement ces paresthésies, notamment dans les doubles transferts dans la flexion du coude. Certaines paresthésies peuvent rester permanentes. Et puis, il peut y avoir aussi des paralysies transitoires, notamment au niveau de la flexion du pouce, surtout aussi sur les doubles transferts pour la réanimation de la flexion du coude, qui sont la plupart du temps effectivement résolutives. On a eu une infection anecdotique. Alors, la discussion se fait, pourquoi faire des transferts nerveux plutôt que des greffes nerveuses? Alors, en ce qui concerne la flexion du coude, toutes les études montrent que les transferts nerveux sont supérieurs aux greffes nerveuses, si et seulement si le transfert réalisé est celui que nous avons pratiqué. Si on utilise d'autres nerfs d'honneur, comme les nerfs intercostaux ou les nerfs du grand pectoral, les transferts nerveux ne sont pas supérieurs aux greffes nerveuses. Donc, si on doit faire un transfert nerveux, c'est un double transfert pour la flexion du coude. En ce qui concerne l'épaule, ce qui est intéressant, c'est que là, les transferts nerveux sont supérieurs aux greffes nerveuses, même si on utilise une chirurgie combinée. Certains praticiens, comme Bertelli, ont proposé de faire et greffe nerveuse plus transfert nerveux. Et la littérature montre que cette chirurgie combinée n'est pas supérieure à des transferts simples isolés. Enfin, en ce qui concerne l'extension du coude, il y a peu de papier dessus, mais les transferts nerveux sont supérieurs aux greffes nerveuses. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est aussi le délai de récupération, parce qu'on voit, par exemple, pour récupérer une flexion du coude chez un patient paralysé, après un transfert nerveux, la durée est à peu près située à 9 mois. Tandis que s'il s'agit d'une greffe nerveuse, les résultats n'apparaîtront pas avant 12, voire 18 ou 24 mois. Donc, la récupération est beaucoup plus précoce après un transfert nerveux. Alors, bien sûr, comme toute microchirurgie, il y a des échecs, même si la suture est bien faite, on peut avoir des échecs. Alors, quelles sont les possibilités en cas d'échec des transferts nerveux? Concernant la flexion du coude, l'idéal, c'est de faire des transferts musculaires. Donc, le grand dorsal, latissimus dorsi et le grand pectoral, pectoralis major, peuvent être transférés sans trop de difficulté parce que ce sont des muscles multi-innervés et donc ils peuvent être utilisés sans problème dans des paralysies partielles et compléter la flexion du coude ou la donner totalement avec généralement des résultats supérieurs à M3 ou M4. En ce qui concerne l'épaule, le palliatif de choix est l'arthrodèse d'épaule. Pourquoi? Parce que le serratus, qui permet la mobilisation de l'arthrodèse d'épaule, est préservé dans les paralysies partielles. Et ça permet effectivement de donner une mobilité de l'épaule tout à fait satisfaisante et assez forte en termes de récupération de la force. En ce qui concerne la flexion et l'extension des doigts, les transferts tendineux, bien sûr, peuvent être réalisés. L'arthrodèse du poignet doit être discutée parce qu'elle diminue l'effet ténodèse, c'est-à-dire la flexion du poignet et l'extension des doigts simultanés, ou l'inverse. Et donc, ça participe à la réalisation de résultats satisfaisants dans les transferts tendineux. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de faire une fusion au niveau du poignet. Les transferts tendineux dans les lésions distales, dans les transferts distaux, sont parfois un peu difficiles parce que comme on prend des nerfs à destinée motrice, eh bien, nous coupons les ponts pour une éventuelle chirurgie tendineuse. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire ces transferts. Alors, en conclusion, les transferts nerveux donnent plutôt une bonne récupération motrice. Les résultats sont généralement précoces, beaucoup plus précoces que les greffes nerveuses. Le meilleur résultat reste quand même la flexion du coude actuellement. Et donc, pour nous, la flexion du coude il n'y a plus d'indication de greffe nerveuse pour la flexion du coude chez l'adulte dans les paralysies partielles. En ce qui concerne l'épaule, bien sûr, on peut faire des transferts nerveux, car actuellement, la littérature semble montrer que cela donne les meilleurs résultats, mais je pense qu'il y a encore une place pour des transferts hybrides avec des greffes radiculaires pour essayer de réanimer les muscles tels que le grand pectoral ou le petit pectoral qui peuvent participer à la stabilisation de l'épaule. Enfin, pour les transferts nerveux distaux, les transferts nerveux donnent d'excellents résultats sur le plan fonctionnel et anatomique, en sachant que les échecs sont possibles, et là, il faut toujours prévoir un plan B tendineux. Je vous remercie de votre attention et pour ceux qui sont intéressés par la chirurgie du plexus brachial, je vous souhaite la bienvenue au futur Naracas Club à Paris en 2026 que j'organise. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette très belle communication. Alors, je vais me tourner vers le professeur Merle et le professeur Sedel. Euh, Professeur Sedel, qui Ouais. m'a fait faire, que je l'ai aidé pour des greffes nerveuses au niveau du plexus brachial, Moi, dans le cadre d'un interchu de chef de clinique. oui, non, oui, mais j'en ai fait beaucoup. Moi, Oui, 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 je sais. je suis un C'était la vieux première fois que je voyais crocodile. ça. Alors, je suis un vieux crocodile. Évidemment, moi, je ne suis pas de cette génération-là, hein, d'accord? Donc, je ne faisais pas ça. Euh, D'abord, j'ai une question parce que vous dites, on n'a pas le choix en fait entre greffe et transfert. C'est très rare qu'on puisse, dans des cas, je parle des cas que vous montrez, donc des cas partiels, hein, des types du chêne herbe, vous n'avez pas de moignon proximal. En général, ils sont arrachés de la moelle, hein. Donc, on ne peut pas faire de greffe. Ça dépend. Si les racines sont avulsées, évidemment, donc là, il y a de la Mais elles place pour les sont transferts là, nerveux. Si elles enfin, se font dans plus, c'est mes possible. expériences, c'était très rare. J'allais les chercher toujours, mais Ah oui, très, c'est très différent. souvent, on les trouvait pas. Ils étaient vraiment avulsés. On avait la confirmation en myélo, bon, donc on le faisait pas. Et moi, je faisais toujours. Si, j'ai fait beaucoup de transferts. Alors, j'ai utilisé les interosseux. Je suis d'accord, ça marche pas bien, c'est pas fort. Mais par contre, la branche externe du spinal, ça marche très, très bien. Je parle pour le biceps, hein, uniquement pour le biceps. Donc moi, je branchais directement le spinal sur le musculo-cutané, voire plus haut d'ailleurs, sur des fois C5, C6. Et ça donne vraiment de très, très bonnes flexions du coude. Puis j'étais de la vieille école, c'est-à-dire qu'après, il y avait toute une stratégie qui était de dire, bah, s'ils n'ont pas de rotation externe, on fait une dérotation de l'humérus. Ça marchait très, très bien. J'ai dû en faire une bonne vingtaine. Et puis, bah, après, c'était l'arthrodèse d'épaule. Voilà, une fois que le biceps était bien récupéré fort, l'arthrodèse d'épaule, ça donne un membre supérieur. Bon, après, pour les doigts, bon, là, je suis à peu près d'accord avec vous, mais c'est beaucoup moins. Enfin, tout dépend du cas particulier. Il y a quelques transferts ou interventions qui peuvent marcher. Effectivement, il ne faut pas faire d'arthrose du poignet, hein, sauf pour des raisons purement esthétiques. Enfin, non, mais c'est très joli. Moi, enfin, j'ai suivi au Berlin, bien sûr, hein, mais c'était déjà. Moi, j'avais déjà un peu arrêté de faire ça. Enfin, j'ai arrêté il y a pas mal d'années, hein, de faire cette chirurgie que j'aimais beaucoup. Il y a toujours une place. Professeur Merle. Ah, Il y a non. toujours une place pour les greffes nerveuses, effectivement, quand les racines sont avulsées. Ça, c'est quand les racines sont présentes. Mais quand les racines sont avulsées, on n'a pas le choix. Et puis, pour chez certains patients, même si les racines sont présentes, pour la flexion du coude, les transferts nerveux sont supérieurs. Mais quand on n'a pas le choix, effectivement. Euh, Gilbert, euh, poursuivre ce que dit Laurent à propos euh, du côté moderne de cette chirurgie, il y a quand même une question qu'on se pose, c'est sur le plan de la stratégie. Est-ce que tu commences par explorer le plexus et tu décides ce que tu vas faire, ou est-ce que tu décides a priori, comme tu dis, de ne pas faire de greffe et de faire de la chirurgie des transferts nerveux? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie. Effectivement, sur le plan de la stratégie, à partir du moment où c'est une paralysie partielle, je décide d'emblée, avant d'explorer ce que je vais faire. Parce que je décide de faire qu'une chirurgie de transfert. Si je décide de faire effectivement, de faire une greffe nerveuse sur une racine existante, plus un transfert, là, on est obligé d'explorer. Mais globalement, on sait d'emblée à l'examen clinique ce qu'on va pouvoir proposer au patient. Donc, si on a une paralysie C5, C6, je sais que je lui ferai un double transfert pour la flexion du coude et un transfert du nerf du triceps sur le nerf axillaire, d'emblée. Les résultats semblent te donner raison. La seule chose qui est un petit peu gênante, c'est que quand on a fait une greffe qui ne fonctionne pas, on peut faire des transferts nerveux. Quand on a fait des transferts nerveux, on ne peut plus faire de greffe. Donc, dans quel délai? Donc, on doit aller à la chirurgie de chirurgie secondaire. Bah, alors, en fait, quand on fait une greffe et que ça ne fonctionne pas, on le sait tardivement. On le sait au bout de 12, 18 mois. Et là, c'est déjà presque trop tard, même pour les transferts. Les transferts nerveux, on peut les faire tard, hein. Oui, alors chez l'enfant, mais chez l'adulte, on est quand même très limité. Professeur Merle. Une question courte. Avec Laurent Sedel, on a fait beaucoup de greffes de nerfs axillaires. Ouais. Et on arrivait à réénerver les trois faisceaux du deltoïde. Avec votre nerf du triceps, vous arrivez à réénerver les trois faisceaux? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Effectivement, les études anatomiques, notamment faites par Li Shavang Vong, montrent que quand on réénerve la division antérieure du nerf axillaire, on réanime le faisceau moyen et le faisceau antérieur, mais pas le faisceau postérieur. Vous avez raison.
Maintenant, le problème de la greffe, c'est que vous la branchez sur l'ensemble du nerf axillaire. On est d'accord. C'est ce qu'on a tous appris. Et quand on branche sur l'ensemble du nerf axillaire la greffe, eh bien, la partie de la greffe qui va être sensitive, parce qu'il y a une partie sensitive et une partie pour le teres minor, va se perdre dans les fibres, enfin une partie, la partie motrice va se perdre aussi dans les fibres sensitives. Donc, vous avez une réinnervation des trois faisceaux, mais incomplète. Tandis que dans notre réinnervation, elle est complète, mais sur deux faisceaux. Alors, il est difficile de dire quel est le mieux, trois faisceaux incomplets ou deux faisceaux complets, mais globalement, les résultats sont plutôt satisfaisants. En visio, le docteur Bam. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro, s'il vous plaît? Parce que nous ne vous entendons pas. Voilà. Ah, ben ça va. Jörg Bam d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. J'ai une petite question pour mon ami Jean-Noël Goubier. Les transferts nerveux, ils privilégient la récupération motrice. Qu'en est-il de la sensibilité? Qu'est-ce qu'on sait actuellement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aussi inclure le volet sensitif? Alors, merci de cette question, Jorg. Alors, pour la sensibilité, j'en ai pas du tout parlé, effectivement. L'intérêt de récupérer la sensibilité dans un plexus brachial, c'est surtout éviter les lésions cutanées. Les lésions cutanées, elles se trouvent essentiellement sur le bord ulnaire de la main. Et dans ces cas-là, on fait des transferts nerveux sensitifs ou directs, c'est-à-dire on transfère une branche, par exemple, du nerf médian si elle fonctionne sur le nerf ulnaire, ou indirect, une branche du nerf musculo-cutané sur la branche dorsale du nerf ulnaire. Donc, ces transferts nerveux sensitifs peuvent être faits sans difficulté. On peut les faire tardivement parce qu'on n'est pas dans le cadre de dégénérescence des plaques motrices, donc il n'y a pas de délai pour faire ce type de transfert si le patient se plaint de brûlure, évidemment. Merci. Je t'en prie. Ben, merci beaucoup au docteur Boubier pour cette très belle communication.